Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Simon Tauben, qui est cofondateur, copropriétaire de Placotte. Donc, il est venu nous expliquer vraiment là, de où ça part Placotte, c'est quoi l'idée derrière les jeux, comment les jeux sont fabriqués, tant du point de vue des objectifs que du point de vue matériel. Vous allez en apprendre beaucoup, puis je pense que vous allez encore avoir plus un coup de cœur pour Placotte que vous avez déjà. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placotte. Simon, bonjour! Bonjour. On fera pas semblant qu'on se connaît pas. On se connaît. On se connaît. On se connaît même très bien. T'es mon mari. Enchanté. Enchanté. Mais t'es aussi, entre autres, le cofondateur de Placotte. Ouais. Placotte qui est, dans le fond, ceux qui produisent le podcast. C'est la compagnie, l'entreprise qui produit le podcast Grandir ensemble. Avant, je vais te laisser te présenter. Moi, c'est Simon Tauben. Je suis un des copropriétaires des éditions Passe-Temps, qui est l'entreprise qui détient la marque Placotte. Dans l'entreprise, je suis principalement responsable là, de la création des produits. Entre autres, c'est une entreprise familiale. On fait un peu de tout, on a plusieurs chapeaux. Mais mon rôle principal, là, c'est de superviser la création des produits. Oui, puis dans le fond, j'aimerais ça que tu me parles un peu de l'histoire derrière Placotte, parce que là, tu viens de dire que c'est Passe-Temps. Passe-Temps, c'est quoi à la base? Oui, je vais remonter dans le temps un peu. Quand j'ai sur une entreprise familiale, c'est parti de mes parents. Passe-Temps était, et encore, une entreprise spécialisée dans l'édition de matériel scolaire avec la marque Édition Passe-Temps. Donc ça, c'est la marque que ma mère, enseignante, avait partie en 1996. Dans son sous-sol. Dans son sous-sol, à la maison. Ça l'a volé notre salle de jeu, mon frère et moi. Tranquillement, ça l'a grossi. Ça l'a sorti du sous-sol en 2006, si je ne me trompe pas. Pour aller dans une bâtisse. Pour aller dans une première bâtisse. Mais dans le fond, de 1996 à 2016, l'année où on a lancé Placotte, Édition Passe-Temps a toujours été spécialisée dans le matériel pour les écoles. Les écoles, c'est tout le at large, si je peux dire. Là, oui. C'est les orthophonistes, c'est les orthopédagogues, les CPE aussi. Là, c'est plus tout le monde scolaire. Donc, tout ce qui entoure l'éducation des enfants. Tout ce qui entoure l'éducation, c'est ça, que ce soit des élèves en classe régulière, des élèves en difficulté. On faisait vraiment de tout type de matériel scolaire. Et c'est en 2016 qu'on était déjà rendu là, la deuxième génération, c'est-à-dire mon frère et moi. C'est là qu'on a voulu lancer Placotte pour créer une marque dans le grand public. Exact. Donc, dans le fond, Passe-Temps, ça cible vraiment plus les professionnels de l'éducation, oui. Donc les professionnels aussi de la réhabilitation, donc tout ce qui est orthophonie, orthopédagogie, puis comme tu as dit, petite enfance aussi, CPE. Vous allez au secondaire aussi. Vous avez des produits pour le secondaire. Un peu moins, on est plus connu dans le préscolaire primaire, mais oui, on a du secondaire aussi. Puis, quand est venu le moment où vous avez lancé Placotte, parce que Placotte, ça a été lancé en 2016, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui a amené justement à cette gamme de jeux-là qui, au départ, je vais te laisser le dire, là, mais au départ, c'était surtout ciblé pour un aspect du développement de l'enfant? Oui, on a commencé avec les jeux de langage, mais c'est sûr que... De par votre passé de Passe-Temps qui était beaucoup en orthophonie aussi. Oui, c'est ça, c'était une de nos spécialités. Ouais. Mais la réflexion est plus venue je dirais, de mon rôle de père et de mon expérience académique. Oui, parce qu'à ce moment-là, on avait 4 enfants. C'est ça. En fait, au moment où on a lancé Placotte, tu étais enceinte de notre quatrième. Mais moi, ça faisait déjà quelques années déjà que j'étais dans le rôle. À ce moment-là, je disais le rôle d'éditeur en chef, donc responsable de la création des jeux. Pour la marque Passe-Temps. Donc, j'avais quand même déjà développé une bonne expertise en création de matériel éducatif. Puis c'est vraiment là, dans Passe-Temps, c'est un peu comme Placotte, c'est des jeux éducatifs, c'est juste pensé pour les écoles. Oui, moi, je les utilise beaucoup en classe puis en ortho. C'est vraiment sous forme d'ateliers, souvent. Les enfants sont capables de s'auto-corriger, tout ça. Fait que c'est très ludique, là. C'est pas du matériel... il y en a un peu, mais papier-crayon, où les enfants vont faire chacun leurs affaires de leur bord, puis on corrige, puis c'est fini. Non, effectivement, on est spécialisé dans le jeu. Donc, moi, j'étais déjà très à l'aise en conception de jeu. On attendait notre quatrième. Moi, mes études, j'ai un doctorat en psychologie en recherche. Et quand je regardais les jeux sur le marché, les jeux qu'on achetait, dans le fond, pour nos enfants, je trouvais qu'il me manquait certaines choses. Puis il y a principalement 2 choses qui, moi, me convenaient pas dans les jeux, qui faisaient que j'avais pas nécessairement les jeux que j'avais envie de ramener à la maison quand j'allais dans un magasin. Première des choses, c'est que je trouvais que les objectifs éducatifs des jeux qui étaient sur le marché à l'époque étaient
pareil. Trouver des jeux pour les animaux de la ferme, les lettres, les chiffres, les couleurs, c'était assez facile. Mais à ce moment-là, il n'y avait personne qui faisait des jeux sur le langage, des jeux sur les émotions, le stress, d'autres objectifs qui, moi, avec mon passé en psychologie, m'apparaissaient tout autant ou même plus important que connaître les animaux de la ferme. Donc, on voulait régler un peu ce problème-là. On a commencé avec le langage parce que c'était une de nos forces. On savait qu'on allait bien pouvoir le travailler. Puis l'autre objectif, ben, c'est sûr que là, c'est peut-être plus moi, ma vue d'un créateur de jeu. Mais c'était évident quand je regardais un jeu, quand je le décortiquais, que le côté éducatif avait été fait par après. C'est-à-dire que les créateurs avaient créé le jeu. Puis par après, une équipe marketing ou pour l'emballage, ils s'étaient réunis puis ils avaient dit, ce jeu-là, il travaille un peu de X, un peu de Y, un peu de Z. C'est vrai, tu sais, tout jeu... Un peu comme les orthophonistes font, tous ceux qui ont eu un suivi en orthophonie avec leurs enfants, on le voit, l'orthophoniste va prendre un serpent à échelle, il va travailler 1 million d'aspects langagiers, mais c'est pas ciblé pour travailler ces aspects-là, dans le fond. Non, c'est ça. Ça, on va pouvoir y revenir parce que les orthophonistes nous ont inspirés là-dedans. Oui. Mais moi, c'était beaucoup que le jeu, il n'a pas été conçu pour cet objectif-là. Puis ça fait quand même des bons jeux. Le jeu, il n'est pas mauvais. C'est souvent, justement, les créateurs ont une très bonne idée de jeu. Mais si on le décortique d'un point de vue éducatif, on peut faire mieux. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire que quand on fait un jeu éducatif, il est sur mesure pensé pour atteindre un objectif éducatif dès le départ. Donc, c'est pour ça que nos jeux ont des objectifs qui sont très pointus. Des âges aussi qui sont assez restreintes parce qu'on va vraiment se fier au développement de l'enfant, à la littérature scientifique qui va nous guider quand on crée le jeu. Donc, c'est les deux principaux points là, qu'on voulait régler. Se démarquer peut-être plus en lançant Placotte, là, amener des jeux qui étaient peut-être aussi une autre façon de le résumer, c'était d'amener la qualité qu'on livrait déjà dans les écoles, mais dans un emballage, dans un format plus pensé pour le parent. Pour la maison. Oui. Avec les objectifs déjà dans la boîte, parce que quand on ouvre une boîte Placotte, on a un livret qui explique les objectifs du jeu, qu'est-ce que le jeu va travailler, comment le travailler, de plus d'une façon. Bien souvent, là, c'est assez... c'est progressif aussi. On peut travailler avec les plus jeunes, puis là, plus le jeu va évoluer un peu avec notre enfant jusqu'à un certain âge. Donc, il y a tout ça dans votre jeu qu'on ne retrouve pas nécessairement dans des jeux ailleurs, là, comme tu disais, les jeux avant. Oui, on a toujours voulu ce qu'on appelle outiller le parent, c'est-à-dire lui expliquer le jeu, comment on le joue, les règles du jeu, mais aller plus loin que les règles du jeu. Le jeu, on l'a pensé pourquoi, qu'est-ce que ça va travailler pour l'enfant, comment bien le travailler, comment aider aussi son enfant au quotidien en dehors du jeu, parce que ça reste un objectif éducatif qui va forcément se travailler en dehors du jeu. Donc, on a toujours voulu inclure ça dans nos jeux, puis chaque jeu, depuis le départ de Placotte, là, inclut ce qu'on appelait dans le temps le guide d'accompagnement. Oui. Maintenant, on les a fusionnés là, avec les règles de jeu, donc c'est un seul document, mais on a toujours voulu aller un peu plus loin dans le conseil pour le parent. Et c'est là un peu là aussi que quand je dis que les orthophonistes nous ont inspirés. Au départ, on faisait de l'orthophonie avec notre plus vieux, puis je salue Pamela si elle nous écoute, notre orthophoniste. Mais c'était justement de voir avec quelle aisance elle pouvait prendre un jeu, n'importe quel jeu. Puis je pense que tu as dit tantôt une ferme. Serpent à échelle, c'était n'importe quoi. Juste des personnages, là, des personnages pour jouer des jeux de rôle, n'importe quel jeu, image. Puis à tourner ça en jeu, écoute... c'est ça, un jeu de langage, avec un objectif de rééducation. Mais ça, elle était capable, elle est encore capable, mais de par sa formation, elle est formée pour ça. Puis c'est un peu la vision qu'on avait, c'est de dire que si on forme le parent, si on lui explique comme il faut comment agir pendant le jeu, le parent va se transformer en l'expert du développement de son enfant. Puis c'est un peu aussi pour ça que dans tous les jeux Placotte, du moins jusqu'à date, le parent a toujours un rôle. Oui, c'est pas des jeux autonomes. Non, puis on en a des demandes, puis je le comprends, là, on est parents, nous aussi, c'est intéressant d'avoir des jeux des fois autonomes. C'est plaisant quand ils s'en vont dans le salon jouer un petit peu. C'est ça, mais c'est pas notre mission à nous. Oui. C'est pas dit qu'un jour, on n'essaiera pas d'en faire une sous-collection là, de jeux autonomes, mais c'est pour ça qu'on veut que le parent joue dans le jeu. C'est lui qui va amener les nuances, puis dans certains jeux, comme nos jeux, par exemple, sur les émotions, dans le socio-affectif, ça prend de la nuance, ça prend de la discussion et c'est là qu'on a besoin que le parent soit un peu le maître du jeu, mais aussi peut-être la courroie de transmission des apprentissages. Mais par expérience, parce que là, on a plusieurs jeux Placotte à la maison,
les plus vieux aussi peuvent éventuellement jouer avec les plus jeunes sans nécessairement travailler les objectifs, mais les objectifs généraux du jeu vont quand même rester là puis vont quand même être travaillés si l'aîné joue, par exemple, avec le plus jeune. Les cartes questions, par exemple, l'aîné va être capable de faire verbaliser l'enfant. Les chasseurs en herbe, là, en tête, je le vois là, c'est un jeu là, vraiment plus d'observation, tout ça. Bien, éventuellement, l'aîné peut jouer avec les plus jeunes aussi. Fait que là, on dit le parent, mais parfois, ça nous permet aussi quand même de voir des beaux moments entre frères et sœurs. Là. Oui. C'est ça. Oui, on essaie de les penser pour la famille. Sauf que 2-4 ans ne pourront pas jouer ensemble au jeu ciblé 4 ans. C'est sûr. Il faut avoir le niveau de base. On essaie quand même de plus en plus d'inclure plus d'un niveau de difficulté dans le jeu quand c'est possible. Ou dans d'autres jeux, si je prends exemple un jeu comme Histoire de raconter, où chaque enfant doit raconter une histoire. Mais là, chaque enfant peut raconter une histoire à son niveau. Donc, si on inclut un enfant un peu plus vieux, on a juste à lui en demander un peu plus parce qu'il est capable d'en faire plus. Donc oui, je dis qu'on cible le parent, mais on cible avant tout du moment plaisir. C'est tout l'intérêt du jeu éducatif, c'est qu'on va faire un apprentissage sans s'en rendre compte. Oui. Donc, la base, pour pas que ça ait l'air d'un devoir, pour pas que ça ait l'air d'une corvée, c'est qu'on s'amuse ensemble. C'est ce qui fait le succès des jeux éducatifs, en fait. Oui. Quand vous créez un jeu, par exemple, si on repense au premier, là, moi, je me rappelle qu'on s'était assis, j'avais été invitée comme maman, puis il y avait eu des idées qui avaient été mises sur la table, on avait discuté de qu'est-ce qu'on aimait moins dans certains jeux. Comment ça se passe, la création, l'idée qui va mener justement au produit final? C'est quoi le processus qui va mener à un jeu qui est solide au niveau pédagogique, qui est solide au niveau de j'appuie le parent dans sa démarche, dans sa connaissance de telle notion pour aider son enfant à mieux se développer, que ce soit langage, cognitif, mathématiques, peu importe. C'est quoi le processus qui mène à le jeu sur la tablette? C'est un long processus. Ouais, c'est sûr qu'au départ, quand on commence une collection, parce qu'il y a plusieurs collections dans Placotte. En fait, moi, j'appelle ça collection. C'est plus par sphère de développement, les grandes sphères de développement, le langage, le développement cognitif, le développement socio-affectif, le développement moteur. Donc, si on prend la première sphère ou collection qu'on a fait, qui était les jeux de langage, comme je disais au début qu'on voulait des jeux qui sont conçus pour être éducatifs, la première des choses qu'on a fait, c'est vraiment, à chaque départ de collection, c'est s'entourer d'experts dans ces sphères de développement-là. Donc, en langage, c'est principalement des orthophonistes. On essaye d'avoir un mélange d'experts terrain, des gens qui interviennent avec les enfants, et d'autres un peu plus en université ou en recherche pour vraiment être sûr d'avoir le mélange, de bien comprendre l'enfant, puis de comprendre la théorie, les dernières données scientifiques. On a reçu plusieurs sur le podcast depuis le début. J'ai reçu quand même plusieurs personnes qui ont collaboré. Je pense à Solène Bourque. Je pense à tout le lab de Sonia Lupien qui a travaillé aussi avec vous. Il y a Chloé aussi qui a travaillé sur certains jeux. Donc, il y a vraiment plusieurs personnes qui sont venues sur le podcast, qui sont des spécialistes de leur domaine, qui travaillent quotidiennement avec vous. Là. Oui, assurément. Tous nos jeux sont appuyés par un ou plusieurs spécialistes. Ça, c'est important aussi que ce soit appuyé sur la science aussi pour toujours, vous, les nouvelles données scientifiques. C'est sûr que moi, en tant qu'ancien chercheur, je ne voulais pas lancer des jeux et pas me fier sur les données empiriques. C'était un peu... Et les données à jour. Donc, on n'est pas 20 ans derrière en éducation. C'est ça. OK. Donc, quand on lance une collection, on s'entoure d'un comité d'experts. Et la première étape, avant de créer des jeux ou même de lancer des idées de jeux, c'est avec cette équipe d'experts-là, on va décortiquer le développement de l'enfant dans notre sphère de développement donné. Donc, sur le langage, on s'assoit avec nos experts et on décortique c'est quoi les grandes étapes. C'est quoi qu'un enfant, que tout enfant va avoir à franchir comme étape. Et là, chaque enfant ne va pas nécessairement à la même vitesse. Il y en a qui vont avoir un peu plus de difficultés, d'autres pour qui ça va être plus facile. Mais à moins d'un gros retard ou d'une problématique précise, tout le monde va quand même franchir ces grandes étapes-là. Et nous, c'est ces étapes-là qu'on encercle dans notre plan et pour lesquelles on va essayer de développer un jeu. Je mets l'emphase sur essayer. Ça arrive souvent qu'on n'est pas capable. Et si on n'est pas capable, si on n'arrive pas à trouver le jeu qui est assez bon, qui est assez amusant, qui est assez qui atteint l'objectif d'un terme éducatif, on abandonne ou on le remet plus tard, puis on se concentre sur ceux qu'on est capable. On ne veut pas
veut pas de demi-mesure là, dans nos jeux. Donc, tu gardes la qualité oui, c'est ça. Puis des fois, c'est un peu technique, là, mais les mécaniques de jeu, on n'arrive pas nécessairement à créer... Oui, on en parlera tantôt de ça. La mécanique qui doit fitter. On a des contraintes. Donc, quand on décortique, justement, bon, j'ai souvent des termes anglais, là, mais on les appelle les milestones ou on va dire les grandes étapes clés du développement de l'enfant. On regarde aussi l'enfant en moyenne, selon la science, il y a quel âge. Donc, on va après ça regarder c'est quoi un enfant. Par exemple, si on veut un jeu pour un enfant de 2 ans, mais c'est quoi? Même si on veut faire du langage, on doit tenir compte de ses habiletés cognitives, motrices. On ne peut pas lui faire certains types d'opérations. On a des contraintes en termes de matériel. Donc, rarimer tout ça n'est pas toujours évident. En termes moteurs aussi, je pense aux dés en mousse qui sont plus faciles à manipuler pour les tout-petits. Ben, vous y avez pensé là, de mettre ça au lieu de mettre des cartes, au lieu de mettre, c'est réfléchi, tout ça. Donc, même si ça travaille le langage que tu es en train de me dire, c'est que toutes les autres sphères du développement sont prises en compte. Oui, parce qu'on ne peut pas faire un jeu de langage, mais dans le fond, on va devoir demander de la manipulation qui est 2 fois l'âge de l'objectif en termes de langage. Donc, on va vraiment prendre le temps de tout bien décortiquer. Et là, on va sur mesure créer un jeu qui va atteindre notre objectif. Donc, si on revient au langage, il y avait une belle gradation dans les jeux de langage. On a commencé les premiers mots, les premières phrases avec un sujet, un verbe. Après ça, les premières phrases complètes. Après ça, on allonge les phrases. Donc, chacune de ces étapes-là de la phrase, pour nous, est un objectif. Donc, on a vraiment créé sur mesure les jeux qui allaient développer ces objectifs-là. Donc, c'est vraiment un travail, comme je dis, là, d'arrimer. Si je prends l'exemple d'un des premiers jeux qu'on a, le casse-phrase, on voulait des sujets, des verbes, des compléments. On savait qu'on allait être autour de 3 ans. On s'est dit, bon, ça peut être un casse-tête. On est dans le genre de manipulation qu'un enfant peut faire. Ça va lui permettre de voir aussi une représentation graphique de sa phrase complète à la fin pour la faire. Donc, c'est plein de petits détails comme ça. Mais on va vraiment... là, après ça, une fois qu'on a ces grandes étapes-là, qu'on tient compte des capacités, des limites de l'enfant, mais là, c'est vraiment d'essayer d'apparier une mécanique de jeu qui va nous permettre de vraiment stimuler les compétences qu'on cible. Il y a beaucoup d'essais et erreurs à ce niveau-là. Il y a des tests. On doit aussi, en même temps qu'on teste, on doit vérifier qu'on est capable de produire nos idées, qu'on va arriver dans un coût qui est raisonnable aussi pour amener le produit à un prix raisonnable sur le marché. Oui. On teste beaucoup avec les enfants. On sollicite les rétroactions de nos experts aussi. Nous, oui, ben, c'est sûr que testé nos beaucoup. 4 ont été des bons cobayes. Comment c'est un peu vieux pour les plus petits notre jeux, clientèle peut-être plus ciblée. Là. Donc, on a besoin de nouveaux testeurs. Oui, mais on est constamment en recherche de testeurs. On a un groupe de testeurs là, qui est assez efficace, mais justement, les rétroactions qu'on a avec les enfants sont vraiment importantes. C'est là qu'on vient aussi valider les âges d'un jeu. Donc, si nous, on s'est fié... c'est arrivé à quelques reprises que tu repartes avec le jeu au bureau puis tu dises là c'était bien trop facile ou c'était bien trop dur pour un 6 ans. Oui, nos âges, à la base, on se fie sur la science. On va dire tel objectif, exemple, les premières phrases complètes, sujet, verbe, complément, arrivent, je ne le sais pas par cœur, mais disons autour de 3 ans. Oui. OK, ça, c'est ce que nous dit la science. Mais nous, notre jeu, c'est un aperçu de l'objectif. Il s'inscrit dans une mécanique de jeu avec un type de matériel. Il n'y a pas de données scientifiques aussi pointues que pour notre jeu. Oui. Donc, notre jeu, on doit le valider. Et là, des fois, on se rend compte, OK, c'est un petit peu trop difficile, c'est un peu trop... Des fois, c'est juste le jeu, la mécanique en soi est trop complexe à comprendre. Donc là, c'est carrément pour nous un échec, dans le sens que le jeu ne fonctionne pas, on revient sur la planche à dessin, on recommence. Donc, c'est des ajustements, c'est beaucoup d'étapes de prototypes, de tests à faire avant d'arriver à un jeu qui soit vraiment à la hauteur. Puis tantôt, tu as dit, des fois, ça peut être long. Combien de temps ça prend tout ce processus-là jusqu'à temps qu'on le mette sur la tablette? J'imagine qu'il y a des jeux que c'est moins long que d'autres, là. Mais combien de temps, là, par exemple, si on prend les premiers jeux qui ont été lancés en 2016, vous étiez là-dedans depuis combien de temps déjà? C'est dur à dire parce qu'il y a vraiment des jeux qui vont aller un peu plus rondement que d'autres. Je dirais qu'on a une moyenne de c'est peut-être 1 an concevoir un jeu. C'est quand même très long. Là. C'est pas 1 an où on est tout le temps à temps plein, le monde dessus. Il y a beaucoup d'étapes. Que ce soit la révision, la rédaction, l'illustration. Il y a des étapes à faire en séquence qui vont allonger le processus.
Il y a des jeux aussi pour lesquels ça a été beaucoup plus facile, dans le sens que on avait une idée, notre première idée a fonctionné du premier coup. On est content que ça... besoin de retourner en arrière, c'est ça. Alors que d'autres jeux, des fois, on avait, si je prends un exemple, le stress. Oui. C'est un jeu qu'on voulait dès le départ. Le jeu Zenda. Oui. Quand on avait fait notre plan de développement pour les jeux socio-affectifs, on voulait inclure un jeu sur le stress. Oui. Mais on n'avait pas la bonne approche. Fait on ne l'a pas lancé initialement dans les premiers jeux. On trouvait qu'on n'arrivait pas à la bonne mécanique. Oui. Et c'est là, quand on retravaillait là-dessus, on a eu une proposition d'auteur externe qui avait une idée. On se dit, mais tiens, ça pourrait être intéressant de fusionner vos idées avec les nôtres, de travailler en groupe, puis d'arriver avec quelque chose, parce qu'on voulait aussi utiliser les recommandations qu'un jeu sur le stress, faut comprendre c'est quoi le stress d'abord si on veut gérer le stress. C'est un peu, nous, cette dualité-là, donc de comprendre le stress puis d'être capable de le gérer, de donner des outils concrets. C'était comment on fait un jeu qui arrime les deux objectifs. Mais ça a été très long. Ça a peut-être été un jeu qui a pris pas loin de 2 ans à faire. Oui. Un autre jeu comme Créature énigmatique a été très long. Mais ça, il y a beaucoup d'énigmes, il y a beaucoup d'énigmes. Oui. Ça a été vraiment génial. On a travaillé avec un regroupement de mathématiques. Oui. J'ai pas le nom exact. C'est avec Jean-Marie de Coninck, je pense, qui est à la tête de ça. C'est un groupe de l'Université Laval, le groupe du jeu mathématique. Désolé, j'oublie le nom. Oui. Qui nous ont vraiment, en tout cas, travailler avec eux autres était spécial. Là. C'était vraiment des gens excessivement brillants. Concevaient des énigmes. On devait vraiment essayer de balancer une mécanique de jeu. Puis de rendre ça amusant, dynamique. Donc, c'est ça que quand on fait une énigme assez demandante, on n'est pas en train de jouer. Donc, comment on balance l'énigme avec les tours qu'on a appelés des tours d'attaque. Comment on valide les niveaux. Puis c'est un jeu aussi où il y a 4 niveaux de difficulté. Franchement, le niveau 4, t'es dur pour des adultes. Donc, nous-mêmes, on faisait les énigmes. On disait au crime. Mais c'est là que ça devient vraiment le fun pour le parent aussi, versus les premiers jeux. Plus les jeux montent en âge, plus nous, on y prend plaisir aussi. Là. Oui, effectivement, c'est ça. Mais ça l'a fait certains jeux un peu plus durs à concevoir. Mais il y a des enfants qui profitent de ça aussi, là, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a rien qui est laissé à la légère. Il n'y a rien qui est pris à la légère dans la création du jeu. J'aimerais ça qu'on parle de... parce que de plus en... vous êtes à combien de pourcentage produit à Québec? Vraiment, là, tu sais, vous avez acheté de la machinerie dans les dernières années. Vous avez vraiment tout rapatrié votre production pratiquement à 100% à Québec, dans votre usine de Québec. Ça a été un gros move, là. Puis ça a été quelque chose qui, pour vous, était vraiment important. Oui, il y a une partie de fabrication. Je pense que c'est une partie de valeur entrepreneuriale aussi, de fabriquer local, d'engager du monde pour fabriquer plutôt que faire en Asie. Encore une fois, si je fais un peu l'historique, on fabriquait déjà quand même notre matériel pour les éditions Passe-Temps. Pas tout. Mais on avait déjà des processus d'impression, de laminage, de découpe. On faisait du matériel peut-être un peu plus simple à ce moment-là. C'était beaucoup des ateliers en pochette de plastique. Que les enseignants ou les orthos découpaient elles-mêmes. C'est ça. Maintenant, on fournit de plus en plus le matériel prédécoupé. Oui. Ce qui est apprécié, soit dit en passant. De Placotte, parce que ça nous a permis d'avoir le volume suffisant justement pour acheter de l'équipement. Mais quand on a lancé Placotte, on voulait déjà un peu faire nos intérieurs, parce qu'on savait qu'on était capable de fabriquer nous-mêmes les intérieurs. Ce qui manquait, c'était l'équipement beaucoup pour faire les boîtes rigides. Donc, les premières productions, on a fait faire les boîtes en Asie, en Chine, comme à peu près 95% des jeux de société que vous trouvez en magasin sont produits en Chine. Mais nous, on recevait des boîtes vides. Donc, le premier conteneur de boîtes qu'on a fait livrer, on était tout contents. C'était notre première production. On n'avait jamais fait fabriquer en Asie. On était super satisfaits du résultat des boîtes. Mais on voit les grandes boîtes de carton dans lesquelles les boîtes individuelles de chaque jeu étaient mises dans un cello. Donc, nous, on démontait des boîtes étant mis en caisse de 16. Nous, on voulait ramener ça en caisse de 8. Donc, on défaisait les boîtes qu'on mettait au recyclage. On enlevait le plastique d'autour de chaque boîte. Et on avait fait venir un conteneur rempli d'air. On trouvait qu'écologiquement, ça ne marchait pas du tout. On cherchait des solutions pour faire ce genre de boîte-là au Québec, mais à part les faire à la main,
Ce qui n'était pas une option. Non, c'était pas vraiment une option. Tu fais à la main peut-être 15 boîtes à l'heure. Oui. On n'arrive pas du tout nos volumes ou dans les coûts qu'on avait besoin. Donc, dès ce moment-là, on s'est mis à réfléchir à des solutions pour être capable de ramener la presque totalité de notre production au Québec. Ça l'a demandé qu'on déménage. Oui. On a acheté une énorme machine de boîte spécialisée qui vient de l'Italie. Quand on se l'est fait installer, on était les premiers au Canada à avoir cette machine-là. Et c'est ça. Ça l'a demandé la construction de la nouvelle usine au siège social qu'on a déménagé en 2019. Et à partir de là, on a rapatrié presque toutes les étapes. On a aussi, à partir de là, choisi les ingrédients. Parce que quand on fabriquait les boîtes en Asie, on avait un peu moins de contrôle sur les matériaux. Les boîtes étaient non recyclées, autant le papier que le carton. Maintenant, c'est nous qui les faisons. On a réussi à trouver des matériaux recyclés en totalité ou en partie. Des fois, là, ces temps-ci, les problèmes d'approvisionnement, on a un papier qui n'est pas 100% recyclé, là, mais presque à 100%. Vous essayez d'avoir le plus proche possible. On essaie, on fait ce qu'on peut avec les difficultés d'approvisionnement. Donc, ça l'a permis d'enlever une étape qui était faite en Asie avec les conteneurs qu'on n'a plus besoin d'importer, mis à part de la matière première qui prend beaucoup moins de place. On engage localement. On ne fait pas tout à l'interne. On a différents sous-traitants qui sont principalement dans la grande région de Québec, là, Québec, la Beauce, partenaires d'impression, de découpe ou différentes étapes. Donc, quand vous achetez un jeu placotte, tout ce qui a été imprimé sur un papier ou un carton, la boîte, les règles, la planche, les cartes, tout ça est fait 100% au Québec. Même les planches casse-tête. Même les planches casse-tête. Même aussi à l'intérieur des boîtes, plutôt qu'avoir des moules en plastique comme on voit souvent dans les jeux. C'est des petites boîtes en carton qu'on fait nous-mêmes sur notre machine de boîte. Donc tout ça est fait 100% au Québec. Puis c'est solide. Parce que c'est pas comme les petites boîtes de casse-tête qu'il faut mettre un papier collant après une utilisation parce qu'il y a un enfant qui a pilé dessus. Non, les boîtes placottes, là, on peut piler dessus une fois par accident puis elle se brisera pas trop. Là. Oui, notre ancien local, on était à côté d'un gym puis on avait fait le test. On avait réussi à embarquer, je pense, 300 livres de poids sur la boîte avant c'est solide, qu'elle plie. Nous autres, les jeux chez nous, en tout cas, les coins commencent à être un peu fanés parce que ça fait depuis 2016 qu'on les a, ces jeux-là, mais pour vrai, ils n'ont pas de papier collant encore, là, ce qui est rare. Donc, effectivement, on a toujours essayé de faire ça robuste. Ouais. C'est une des raisons aussi pourquoi on a fait les planches en casse-tête. Nous, on avait des jeux, je pense au fameux jeu de Monopoly avec la planche qui plie. Qui finit toujours par arracher. Le pli finit toujours par déchirer. Fait qu'on s'est dit, on va les faire en casse-tête, ça va moins déchirer. Puis en même temps, aussitôt qu'on ouvre le jeu, les enfants se chicanent quasiment pour faire le casse-tête parce que c'est amusant. Ouais. Donc, tout ce qui est imprimé est fait au Québec. Ce qui nous reste, les petites pièces de jeu. Les jetons. Tout ce qui est jetons, comme les jetons en plastique ou les dés, mais ça vient d'Asie. Nos porte-pions viennent des États-Unis. Okay. Puis c'est le textile, comme les dés en mousse, en tissu, la doudou. Ça, malheureusement, le Québec n'est pas compétitif là-dessus. On essaie de moins en moins, de toute façon, de notre côté, d'aller vers ce type de matériaux-là. Quand vous faites vos choix on essaie de privilégier le 100% carton. C'est ça. En sachant que c'est vous qui allez le produire, dans le fond. Oui, puis qu'on ne produira pas en Asie. On essaie d'être local autant que possible. Oui. C'est sûr qu'il y a des enjeux, des fois, de matériaux. Il y a certaines règles aussi qui s'appliquent au moins de 3 ans, qui sont plus peut-être demandantes en termes de matériel, de petites pièces. Donc, c'est un peu plus difficile. Souvent, là, quand on a des matériaux, en fait, textiles ou qui viennent d'Asie, c'est souvent parce que le jeu va cibler des 3 ans et moins. Oui. Puis comme vous respectez, parce que je sais que dernièrement, je t'ai beaucoup entendu parler de ça, là, mais vous respectez les règles de l'Europe parce que vous vendez aussi en Europe, qui sont des règles beaucoup plus strictes qu'au Canada. Oui. C'est ça. Fait que vous êtes basé sur les règles européennes pour produire vos jeux. Donc, c'est au-delà de ce qui est produit ici normalement. Là. Oui. C'est ça. Je pense que dès le début des années 2000, Passant s'est mis à vendre en France du matériel pour les écoles en France, en Belgique et en Suisse aussi.
C'était déjà considéré par les lois européennes comme du jeu. Donc, on devait se plier aux normes européennes de fabrication du jeu. C'est-à-dire que quand on veut vendre un produit là-bas, on doit aller le faire certifier. Donc, on envoie des copies en laboratoire. Ils vont tester le déchirement, les compositions chimiques. Ils vont faire plein de tests poussés. C'est pas juste une valider. fois, là. Non, mais c'est ça. Il y a des tests de routine. C'est des normes qui sont beaucoup plus strictes que les normes canadiennes, mais c'est des normes qui sont obligatoires et on doit démontrer la conformité, ce qui n'est pas le cas au Canada. Le Canada nous suggère des normes, en fait, il impose des normes. Voici, par exemple, les normes chimiques que vous devez respecter, mais il n'y a jamais de test obligatoire ou de test aléatoire. Donc, nous, en s'imposant les normes européennes, mais on s'impose de faire les tests au lancement des produits, de faire les tests de routine. Donc, on s'assure la qualité, mais aussi de détecter un défaut si jamais il y en a un qui se glisse. C'est ça. Fait que c'est vraiment, là, vous êtes au top des normes de sécurité. C'est des normes de sécurité? C'est des normes de... Oui, ben c'est des normes de santé et sécurité. Santé et sécurité. OK. Puis, comment ça s'est passé? Parce que là, tu as dit, tu sais, en 2019, on est déménagé, on a eu notre machinerie. La pandémie dans tout ça, parce que il y a beaucoup, tu sais, tu parles des problèmes d'approvisionnement, tu parles de comment ça s'est passé pour vous autres, la pandémie. Tu sais, on a lancé le podcast aussi. Ça fait 1 an et demi que le podcast est lancé. Tu sais, ça a bougé beaucoup, mais est-ce que ça a bien été ou au contraire, ça a comme été vraiment difficile, ce 2 ans-là de pandémie? Au début, ça a été difficile. Oui, ça a été différent. Ouais. Ça a été une montagne russe. Ouais. Pour vraiment parler des jeux, mis à part le côté humain, parce qu'au début, c'était des fermetures, les écoles fermaient, nous, ça nous affectait. Ça reste que, passe-temps, les écoles est encore une énorme partie de notre business. Si on se concentre plus sur les jeux, c'est sûr qu'au départ, on était content d'avoir enfin notre usine. Oui. On a réduit de beaucoup nos délais de fabrication en fabriquant nous-mêmes. Souvent, les gens, si on parle à d'autres personnes dans l'industrie du jeu, vont terminer ce qu'on appelle le fichier. Donc, le fichier est prêt à être imprimé. Vont le faire fabriquer en Asie en grande quantité. Il y a le temps de fabrication, il y a le temps de transport. C'est peut-être 6 mois entre la fin d'un fichier ou la fin d'un produit puis la mise en marché. Ouais, donc là, en pleine pandémie, c'était plus un an et demi, 2 ans. En pleine pandémie, mais c'est ça, ça l'a augmenté. Alors que nous, en fabriquant nous-mêmes, au début, quand on avait toutes les matières premières puis qu'on manquait de rien, c'est peut-être 4 semaines si on lance juste une nouveauté. Donc, ça a vraiment réduit nos délais. On dépendait moins du transport aussi maritime, que les coûts ont littéralement explosé. C'était 10 fois plus cher. En 1 an, ça a augmenté 10 fois pour faire livrer un conteneur. Mettons, une feuille de carton vous coûtait 10 fois plus cher. À faire livrer. Donc, si tu fais fabriquer tous tes jeux en Asie, c'est beaucoup plus cher. Ça marche au volume, donc ça prend beaucoup d'espace. Donc, le frais de transport paraît énormément là, pour faire venir les jeux, alors que nous, on importe des feuilles à plat quand on importe des matières premières. Quand on n'a pas les matières premières locales, des fois, vous en avez quelques-unes, pas pour notre carton épais recyclé. Donc, au début, on était très contents. C'est ça qu'après ça, quand est venu début 2022, où il manquait de papier, il manquait de carton, nous, c'est nos 2 matières premières essentielles pour tout fabriquer. Donc là, l'année a été un peu plus dure. On a demandé beaucoup de planification de la production. Réduire l'inventaire au minimum. On avait tellement plus de matières premières qu'on ne pouvait plus monter nos stocks, monter notre inventaire. Il fallait quasiment produire à la demande parce que sinon, on allait produire le mauvais jeu. Oui. On allait produire un jeu et avoir une commande pour l'autre. Donc ça a été un peu plus dur. Avec toute la pénurie de main-d'œuvre aussi. Quand on a rouvert après la pandémie en 2020, le secteur du jouet a super bien repris. Je pense que c'était un des seuls loisirs qui restait pour les parents. Donc, il y a eu une demande phénoménale, mais nous, on avait fermé l'usine pendant la pandémie, donc on n'avait aucun inventaire. Donc ça a été un énorme casse-tête de réussir à fabriquer. L'équipe a super bien fait. D'ailleurs, tout le monde s'est vraiment relevé les manches puis on a travaillé très fort pour y arriver. Les graphistes, les orthophonistes étaient en arrière dans l'atelier pour aider à monter, tout le monde qui n'était pas dans l'usine est allé donner un coup de main. Les gens dans l'usine se sont vraiment démenés. Ils ont fait du temps supplémentaire volontaire parce qu'on a vraiment une équipe dédiée à la cause. On savait que ça reste des cadeaux. Si on ne réussit pas à les fabriquer en temps, il y a des enfants qui n'auront pas leurs cadeaux, qui vont être déçus si on ne livre pas leur commande en temps. Donc, les gens étaient vraiment dédiés à la cause. Donc, ça a été dur.
Puis c'est sûr que on le voit maintenant avec la pénurie de main-d'œuvre, avec d'autres difficultés, ben c'est sûr que c'est facile de recevoir ton conteneur d'Asie. Tout arrive, c'est prêt, tu le mets dans ton entrepôt. Tu livres ça, puis tu livres. Mais nous, ça ne fitait quand même pas avec nos valeurs. On voulait, comme j'ai dit au début, fabriquer localement, engager localement, s'assurer qu'on fait affaire avec des pays qui partagent nos valeurs, les droits humains. Puis autant que possible, limiter l'empreinte écologique. C'est bien beau faire des jeux éducatifs pour les enfants, mais on veut aussi leur laisser une planète. Donc, de réduire. On n'est pas parfait. Notre bilan écologique ne sera jamais parfait, mais on essaye constamment de faire des améliorations puis qu'ils soient le moins élevés possible. Oui. Puis vous avez aussi un aspect conscience sociale aussi. Vous travaillez beaucoup avec le groupe TAC, qui est un groupe justement de réinsertion pour des gens avec des difficultés. Non, c'est plus ITSA. ITSA. TAC a été un sous-traitant un peu moins maintenant, mais on a récupéré leur bâtisse. C'est pour ça qu'il y a une connexion avec eux autres. On a leur ancienne bâtisse. Oui, on travaille avec des organismes comme ITSA qui viennent, dans le fond, un groupe de jeunes adultes autistes avec des éducatrices pour superviser leur travail, nous aident dans toutes les tâches manuelles un peu répétitives. Donc, compter les pions. Compter les pions, les assemblages de pions. Super bel organisme. C'est beaucoup le premier stage, donc première expérience en entreprise. Avant d'espérer être relocalisé là, dans d'autres entreprises. Super beau partenariat. En fait, c'est probablement eux autres qui nous ont sauvés de la pénurie de main-d'œuvre aussi, dans le sens que sans eux, je pense pas qu'on y serait arrivé. Ça donne une chance aussi. On parle un peu, nous, de l'employabilité pour tous. Peut-être des gens qui auraient de la misère à se trouver des emplois, mais quand on leur fournit le bon encadrement, ils font un travail exceptionnel. Et franchement, ils ne font pas d'erreur. C'est impressionnant la qualité de leur travail d'assemblage. Donc, on les remercie. C'est un des gros points positifs des amis TSA. On en a un, nous, à la maison, puis c'est fait à la lettre, à la perfection. C'est une grande qualité chez eux que c'est bien fait. Le travail est toujours bien fait. Pour la suite, là, Placotte, ça s'en va vers où dans les prochains mois, les prochaines années? Êtes-vous encore en train de créer des nouveaux jeux ou c'est plus sur pause? Comment ça se passe là, pour la suite des choses? Dans ce que j'ai le droit de dire... Oui, parce qu'on ne dévoilera rien de secret. Parler de 2 volets. En général. On a nos collections là, en ce moment, langage socio-affectif, cognitif et moteur, où, mis en part moteur, où là, on a commencé avec juste un jeu, on avait quand même lancé nos premières idées. Et là, on a été inondé de suggestions de parents et on est beaucoup dans ces idées-là. On en a plusieurs sur lesquelles on travaille, on va sortir cette année, l'an prochain, qui vont agrémenter ces collections-là. On a plusieurs bonnes idées en langage. On a un jeu vraiment différent pour les un peu plus vieux sur le sens critique, que j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Donc, c'est des jeux comme on fait, beaucoup écouter les besoins du client. C'était beaucoup une approche scientifique qu'on avait fait au départ, là, y aller par notre connaissance du développement. À un moment donné, quand tous les parents nous demandent un objectif, le client ne se trompe jamais. Donc, on travaille un peu sur ces besoins-là. Mais encore avec les professionnels. Encore avec la même approche. On est peut-être un peu moins dans notre conception initiale, mais encore une fois, quand on regarde l'objectif, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que chaque enfant va le franchir? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on peut en faire un produit Placotte? Si on répond oui, on s'essaye. Puis l'autre volet, on a commencé avec la boîte Calme. On espérait lancer un autre outil l'année passée, mais le projet est un peu plus long que prévu à concevoir. Donc pour nous, les outils, là, c'est pas de la quincaillerie, c'est juste que c'est des produits qui ne sont pas des jeux. Ce sont des produits clés en main pour accompagner les familles dans leurs défis au quotidien. Donc, le premier qu'on a lancé, la boîte Calme, c'était vraiment un outil pour favoriser tout ce qui est la gestion de crise des enfants. Oui, le retour au calme, là, donc pour aider l'enfant à se calmer après la crise, mais vraiment avec une emphase aussi sur prévenir la crise, quoi faire pendant, quoi faire après. C'est Chloé qui a travaillé beaucoup là-dessus. Oui, en bonne partie. Donc ça, c'est vraiment un type d'outil, on en développe d'autres. C'est une façon qu'on a vue dans quelque part, Placotte, on est un peu
des experts, surtout avec toute notre équipe qui nous entoure du développement de l'enfant. Et notre objectif est d'aider les familles. Le jeu a été le véhicule idéal jusqu'à présent pour la plupart des objectifs, mais il y a d'autres objectifs. On dit, on ne peut pas faire un jeu de retour au calme, ça ne marchera pas. Oui. Non, parce que quand l'enfant est en crise, il n'a pas le goût de jouer. Ça ne veut pas dire que le parent n'est pas démuni, qu'il ne manque pas de trucs, d'idées, des fois juste de conseils ou même juste d'un élément prêt physiquement qui va t'aider de le faire. Fait que c'est ça qu'on travaille avec les outils. Donc comme dans la boîte Retour au calme, là, il y a une feuille avec les... à montrer à l'enfant, entre autres. Là, c'est des animaux, me semble. Il y a plusieurs affiches. Il y a l'affiche il y a des affiches, il y a des conseils, il y a des... puis il y a des outils vraiment manipulables par l'enfant. Fait que c'est vraiment une boîte qui a été créée de A à Z par vous. Les feuillets d'information, tout ça, c'est vraiment vous autres qui avez travaillé là-dessus. Là. Oui. C'est ça. Oui, là-dessus, on a été aidé par FDMT pour les outils sensoriels. On a fait volontairement aussi une boîte plus grosse pour qu'il y ait de la place dans la boîte. Des fois, les gens nous disent la boîte est vide. Ben, je leur réponds aujourd'hui au podcast, c'est voulu. Le retour au calme, chacun a sa méthode. Donc, si votre enfant il a besoin d'une doudou, il a besoin d'un chandail qui sent maman, il a besoin d'un toutou, ben, on a fait la boîte volontairement trop grosse pour ça, pour que vous puissiez mettre ce que vous voulez dedans. Tous les autres outils ne seront pas basés sur le prototype de la boîte calme. On en a sur les routines, on travaille sur la résolution des conflits. Donc, ça va vraiment être adapté à l'objectif. Puis, comme je dis, c'est des outils dans le sens que c'est pas un jeu, mais c'est tout autant important là, quand on fait des focus group, quand on parle à des parents qui nous parlent de leurs défis. Ben, ça fait partie des défis. Puis, on voyait mal un jeu pour travailler ces objectifs-là. Bien, je pense qu'on a fait le tour pas mal de qu'est-ce qui était Placote, puis comment c'est parti, qu'est-ce que ça devient. Merci. Ça fait plaisir.